Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour la première journée du Top 14 édition 2025-2026. Ça y est, c'est enfin la reprise. Et pour cette journée, il y a eu 4 victoires à l'extérieur, c'était pas arrivé depuis 13 ou 14 ans de mémoire. Et on est parti pour les décortiquer dès maintenant. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également aussi à mes comptes Instagram et TikTok. Je suis un peu plus actif dessus ces derniers temps, notamment depuis cet été. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette première journée. Allez, bref, on est parti pour l'analyse de Stade Français Montauban. Déjà, moi je trouve que c'était un premier bon match de top 14, du moins quand on sait que les équipes ne sont pas du tout rodées à cette période-là du championnat. J'ai trouvé que c'était quand même assez agréable à regarder. On a eu des envies de jeu de part et d'autre, chaque équipe voulait posséder le ballon et imposer ses séquences à l'adversaire. Le Stade Français, on les a sentis quand même plus à l'aise offensivement que la saison précédente, voire même la saison encore avant, où ils étaient plutôt sur un jeu défensif ou alors un jeu où ils galèrent tout simplement. Les trois quarts ont pris des initiatives à l'image de plusieurs joueurs, Louis Carbonel, Joe Jonas avant qu'il se blesse, j'ai envie même de parler de Tanivili qui pour moi a fait un match intéressant. Côté Montauban, on est tombé dans un rythme qui était bien trop élevé pour eux. Ça se voit qu'ils n'ont pas encore l'habitude du top 14 et ils l'ont payé cher. Ils ont beaucoup utilisé les couloirs pour avancer, notamment avec le doublé de Reyak en fin de match, l'essai de Vici aussi en première mi-temps. Tout ça, c'est parce qu'ils ont déplacé le ballon sur les extérieurs. Derrière, je trouve que offensivement, ça a été pas trop mal, les combinaisons étaient bien bossées et bien huilées, mais le gros problème pour Montauban, ça a été la défense qui était aux abois. Comme je disais, on sent que le rythme était trop élevé, et c'est ce qui a fait la différence et qui a permis aux Parisiens d'empocher un bonus offensif. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage de leur avoir laissé, car il leur a enlevé 2 ou 3 minutes avant la fin, mais avec le dernier essai de Villy, les Parisiens le reprennent, et quand on sait que ces deux clubs vont se batailler pour le maintien, ça peut être dommage pour les Montalbanais. On enchaîne avec Perpignan qui recevait Bayonne. Alors pendant la première mi-temps, on a vu des Bayonnais occuper vraiment le terrain de l'USAP, ils avaient beaucoup plus de possession, beaucoup plus d'occupation, et le score de 10-0 jusqu'à la 35e à peu près est logique. Il est logique, mais il n'y a que 10 points marqués, et je pense que les Bayonnais ont manqué d'efficacité parce qu'ils avaient les occasions au moins d'accrocher des pénalités et de s'éloigner petit à petit au score, mais ils n'ont pas assez marqué. Et quand il y a le carton jaune de second aux alentours de la 35e, Perpignan du coup a un sursaut d'orgueil et marque 2 essais pour virer en tête à la pause. Je trouve que le score n'est pas du tout révélateur de ce qui s'est passé dans cette première mi-temps. Bayonne a beaucoup plus dominé, beaucoup plus occupé, mais a eu un gros trou d'air en fin de période. Mais bon, sur ce match, à part les fins de période, donc la fin de première mi-temps et la fin de seconde mi-temps, l'USAP n'a pas fait grand-chose et ils y étaient pas sur ce match. Bayonne, comme toutes les équipes qui ont performé à l'extérieur, a eu un jeu plus ou moins restrictif, en tout cas une stratégie restrictive, mais diablement efficace. Grosse défense, un jeu au pied vraiment long, on le sait, avec second qui peut permettre d'aller chercher de la longueur et donc de l'occupation dans le camp adverse. Tout ça, ça a fonctionné. Et d'autant plus quand en face, le jeu au pied a été catastrophique, notamment face au Perche, où Perpignan a raté énormément de coups de pied, et même dans le jeu, où, comme je le disais, la longueur était du côté de Bayonne. La victoire de Bayonne est donc logique, et Perpignan va devoir se réveiller pour les prochains matchs, parce que là, ça peut faire mal à la tête, surtout qu'en plus, je l'ai pas dit, mais ils ont perdu Tulagi et McIntyre, ça risque de faire mal aux têtes. On enchaîne avec le duplex qu'il y a eu à 17h, c'était d'abord Castres qui recevait Pau. Bon, c'était un match ennuyant au possible, les deux équipes ne se trouvaient pas, certes elles avaient plutôt envie de jouer, mais il n'y avait pas de fluidité. Les Palois, à l'image des Bayonnais, ont fait un match stratégiquement à la hauteur, et pour le coup, eux, ils ont quand même moins possédé que Bayonne. Leur stratégie, c'était vraiment d'occuper, de mettre les castrés à la faute et de mettre une grosse pression en fait sur les castrés, et ça a marché. Surtout qu'en plus, ils ont été bien pragmatiques. Dès qu'ils avaient l'occasion de mettre une pénalité, ils l'attendaient. Et avec Joe Simmons qui a été plutôt en réussite sur ce match, ils ont pu prendre le score quasiment toute la partie, voire je crois toute la partie. Surtout qu'en plus, ils ont été disciplinés à l'inverse des castrés dans leur camp, et donc ça n'a pas permis à Castres de marquer beaucoup de pénalités. En face, on a eu des castrés où c'était très compliqué. Un manque de fluidité offensive vraiment flagrant, parce que là, c'était chaud. Les deux essais de Chabouni et de Dupuis sont un peu en trompe-l'œil, parce que franchement, à part ces deux éclairs, il n'y a rien eu du côté de Castres. Un nombre de ballons perdus assez ahurissant, que ce soit des en avant ou des turnovers tout simplement. Castres, même s'ils avaient le ballon, n'était pas bon. Ils prennent un bonus défensif
sur ce match parce que Pau n'a pas non plus montré grand-chose offensivement et donc n'a pas beaucoup marqué. Globalement, ils peuvent s'en réjouir, les Castrés, parce qu'ils méritaient pas mieux. Et le deuxième match de ce duplex, c'était Lyon Racing. Là, un scénario plutôt différent. Pareil, j'ai trouvé qu'à part le début de match, le match était pas assez entraînant, enfin il n'y avait pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a eu énormément de turnover, d'actions où ça partait dans tous les sens, mais c'était pas du rugby KO comme j'aime, là c'était dans tous les sens. Globalement, c'était une percussion, tu perds le ballon, l'adversaire récupère le ballon, puis une percussion, il le repère, enfin c'était que ça, surtout sur la seconde période, et du coup c'était pas agréable à regarder. Il y avait assez peu de séquences longues, mais côté lyonnais, s'il y a bien une satisfaction, c'est le paquet d'avant. Déjà, en mêlée, ils ont torturé le paquet d'avant parisien. Il n'y a que en fin de match où c'était un peu plus équilibré, mais dans l'ensemble, les franciliens ont souffert. Et même dans le jeu, les lyonnais ont marqué au moins 3 essais, si ce n'est leurs 4, grâce à leurs avants, parce que même celui de Cassan, c'est après une séquence où les avants sont exceptionnels. Et on sent que la patte Guézal, avec l'arrivée aussi de George Smith dans le staff, font le taf. Et côté Racing, il y a quasiment aucun positif. À part Nathan Hughes, j'ai l'impression que tous les joueurs étaient en dessous de leur adversaire. Ils ont eu une indiscipline flagrante avec 17 pénalités et 3 cartons jaunes, des choix de jeu très discutables, des jeux au pied qui étaient vraiment pas bons face à Berdeux et Gabin Lor, et franchement je vois pas de signaux positifs pour la suite, surtout que là ils vont affronter l'UBB qui est une grosse équipe, donc il va falloir qu'ils se réveillent eux, tout comme Perpignan. On enchaîne avec le match de 19h, c'était Toulon qui se déplaçait à Montpellier. Encore une victoire à l'extérieur, et celle-là elle est vraiment méritée. Non pas que les autres ne le soient pas, mais ce que je veux dire, c'est que là, la différence était flagrante entre les deux équipes. Sur la première mi-temps, c'est simple, Toulon était seul. Montpellier ne répondait pas, et Toulon, avec très peu de ballons dans le camp de Montpellier, ou en tout cas dans les 22 mètres montpelliérains, marque 3 essais, ils sont diablement efficaces. En face, Montpellier, ils ont le ballon, mais ils font beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de ballons perdus, et en plus, ils sont assez peu inspirés offensivement face à une défense qui était efficace. En seconde période, on voit un petit peu moins de jeu, c'est plus stratégique. Toulon, avec le score qui est assez large, joue plus avec son jeu au pied, qui a été performant également, garde sa défense hermétique, et donc met Montpellier à la faute. Ça leur permet donc d'investir de temps en temps le camp de Montpellier et de marquer 3 points. Tout en restant quand même pas trop souvent chez eux. Il n'y a qu'en fin de match où il y a l'essai de Tom Banks et au tout début de la seconde période où il y a l'essai de Nouchi. Mais à part ça, Montpellier n'investit pas trop le camp de Toulon, et tout ça parce que Toulon est efficace en défense, hermétique, discipliné également, même s'il y a eu quelques périodes où ils ont pris plus de pénalités que d'autres, mais dans l'ensemble ils ont été disciplinés, et donc Montpellier n'arrivait pas à trouver les solutions pour briser cette défense. Enfin, bref, Toulon était trop fort sur ce match et Montpellier passe à côté de sa rentrée. L'avant-dernier match, c'était l'UBB qui recevait La Rochelle. Bon, sur la première mi-temps, c'est engagé, on a deux équipes qui veulent mettre du rythme. On a d'abord l'UBB, ça se voit, qui joue beaucoup, parfois même surjoue dans ses propres 22 mètres, avec des ballons perdus assez bêtement. Et aussi, ça s'est vu, quand il y avait des pénalités à tenter, ils les tapaient en 10-15 secondes, alors que d'habitude, les buteurs prennent plus leur temps. En face, La Rochelle essaye de mettre du rythme, lui, en tenant plus le ballon, en ayant des longues séquences, mais malheureusement n'arrive pas à marquer, si ce n'est cet essai de Dinlin Leeds, qui a été refusé, et en face, il y a eu quand même 2 essais refusés à Deporter et Pagerello. Et donc, on a un score de 6-3 à la pause, mais c'est trompeur, parce qu'on voit quand même des choses intéressantes de chaque côté. Et sur la deuxième mi-temps, La Rochelle tient beaucoup plus ce ballon, impose de belles séquences, mais ne marque pas. À l'inverse, on a une UBB qui fait une espèce de démonstration d'efficacité, c'est-à-dire que ils ont eu quasiment aucun ballon dans le camp rochelais, mais 2 essais à la fin, notamment celui de Pagerello, où on a une défense très attentiste de La Rochelle, et il se le fait tout seul. L'UBB, en ayant pris le score après, a beaucoup défendu, a plus subi. Ils prennent notamment 2 jaunes en fin de match qui permet à La Rochelle de revenir et d'empocher un bonus défensif qui est totalement mérité. Et ce que j'ai bien aimé côté Rochelais, c'est que vraiment on a vu l'apport des recrues, que ce soit Le Garec ou Pacom qui ont amené beaucoup de vitesse dans le jeu, même Laguivala quand il est rentré, un mélange entre puissance et vitesse, et on a vu aussi un jeu collectif beaucoup plus huilé que les saisons précédentes, avec du jeu debout, les joueurs faisaient l'effort en fait de rester debout, de passer les bras, chose qu'on voyait trop peu à La Rochelle ces dernières saisons, et ça fait plaisir, faut que ça continue. Et enfin, le match de dimanche soir, c'était Clermont qui recevait le champion de France en titre toulousain. C'était le match avec la plus grosse intensité. Et pour un début de saison, c'est vraiment intéressant. Au départ, on a vu une défense de Clermont hyper agressive, les Toulousains ne trouvaient pas les solutions sur le premier quart d'heure, c'est même Clermont qui marque
un peu contre le cours du jeu parce qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de ballons. Mais malheureusement, le problème avec ce genre de défense hyper agressif, c'est que face à Toulouse, bah, il faut tenir. Et quand t'as une équipe avec un niveau de jeu aussi important que Toulouse, c'est compliqué, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à commettre quelques fautes de défense, les Clermontois, et Toulouse est revenu dans la partie. L'exemple le plus marquant, c'est évidemment l'essai de Graou avec cette énorme percée d'Anthony Gelon. Là, il y a une faute de défense de Barnabé Massa, et ça permet à Toulouse de revenir à la fois au score et mentalement. Côté Clermont, ce que j'ai bien aimé, c'est quand même l'état d'esprit affiché. Il y avait de l'envie, le pack était rugueux, même derrière ça s'envoyait. Mais le seul problème pour Clermont, bah, c'est qu'en face, Toulouse est trop fort. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à se reprocher du côté de Clermont. Tous les joueurs s'y sont filés dans l'ensemble. J'ai pas vu de joueurs qui trichent. Le seul problème, c'est que c'est Toulouse en face. Surtout que Toulouse, sur les bases du jeu, a été hyper fort. La défense, comme beaucoup de clubs, a été hyper hermétique. Il n'y a eu qu'un seul réel franchissement pour Clermont. Il est en fin de match, celui d'Antim Memri. La conquête a été dominée par les Toulousains. La conquête en général, que ce soit la touche ou la mêlée. Et Toulouse aussi a su se montrer tueur offensivement. Dès qu'ils avaient un bon ballon à exploiter, ils le faisaient. Et même quand c'était plus compliqué, à l'image de Ramos sur les sets de libre, eh ben, ils arrivaient à s'en sortir. Et quand on voit ce niveau de jeu, on se demande qui pourra les challenger encore cette saison. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais rester sur ce match avec évidemment Thomas Ramos. C'est vraiment un patron dans le jeu, c'est lui qui guide ses troupes. Il y a ce jeu au pied sur les sets de libre, mais même tous ces jeux au pied sont bien placés, qu'il ait 15 secondes pour le taper ou une demi-seconde à chaque fois, ils sont millimétrés, c'est impressionnant. Je vais continuer avec Louis Carbonel, que j'ai trouvé très tranchant offensivement avec beaucoup de punch. Il a amené plusieurs essais grâce à sa vitesse d'exécution ou à ses percées, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, donc c'est tout bénef pour lui. Enfin, le dernier top, c'est un joueur qui a certes perdu, mais qui a fait un très bon match, c'est Antoine Astoy. Pareil, comme Carbonel, j'ai trouvé très offensif, très tranchant, avec beaucoup de punch. À l'image de Ramos, cette fois-ci, il a marqué, il a permis de faire marquer un essai à Jules Favre, où pareil, il a un ballon un peu dégueulasse, et sur un jeu au pied qui est millimétré, il offre une passe décisive à Jules Favre. Et c'est aussi lui qui offre le bonus défensif à La Rochelle sur la dernière pénalité marquée après la sirène. En flop, je vais aller sur Nathanaël Huleux, l'ailier de Castres. Alors, c'est pas celui qui a fait le pire match à Castres, mais j'ai trouvé qu'il y a deux situations où il a été beaucoup trop individualiste, alors qu'il aurait pu jouer plus collectif sur des actions d'avancée et qui aurait pu être chaude pour la défense de la section, notamment une percée qu'il fait, on va dire, au niveau des 30 mètres de pause sur son aile, il repique intérieur, alors que s'il donnait à Aurélien Hazard son pilier droit, il y aurait eu de la continuité, de l'avancée encore, et je pense que ça aurait pu faire essai derrière, ou en tout cas mettre Pau à la faute, alors que là, il se fait plaquer direct, il se fait gratter par derrière, et du coup, il y a une munition du Castres Olympique qui s'est envolée. Et le deuxième, c'est sur une relance en fin de match de ces 22 mètres, il fait un bon choix où il perce, et après, au lieu d'essayer de chercher des partenaires, pareil, il essaye de jouer son duel, le perd, et du coup ça vient détruire toute cette potentielle avancée qu'il aurait pu avoir. En flop, j'ai continué avec Léo Carbonneau, qui pour moi a eu un match compliqué avec le Racing pour sa première. Il a fait des choix pas forcément très intéressants, j'ai trouvé, en se trompant beaucoup, en étant même assez brouillon. Son jeu au pied a été mauvais, il faut le dire, dans l'occupation. Il s'est fait bouffer par Charlie Cassens, son vis-à-vis. Et puis il s'est fait pénaliser, ou en tout cas sanctionner d'un bras cassé 2 fois pour ses introductions pas droites. Alors oui, quasiment tous les demi-mêlés en ont eu, mais lui plus que les autres. Et enfin, le dernier flop, c'est Hugo Russ. J'ai trouvé que l'animation de Montpellier quand j'étais sur le terrain était très pauvre. Bon, avec Domingo Miotti, c'était pas forcément mieux. Mais quand on connaît le talent de Hugo Russ, c'est dommage. D'autant plus qu'en défense, c'est lui qui se trouve sur la percée de Brex qui amène l'essai de Daumont. Donc un point négatif en plus. Au niveau du classement, bon bah pas très compliqué, ceux qui ont gagné sont devant, ceux qui ont perdu sont derrière. On notera juste le top 2 Stade Français Lyon qui est assez inédit. Pour ce qui est de mes pronos, alors on commence avec le promu Montalbanais pour sa première réception de la saison en top 14, va recevoir Lyon, et ça me semble compliqué, surtout quand je vois le paquet d'avant lyonnais qui fait un peu peur. Donc je vais dire Lyon, mais sans bonus. Bayonne reçoit Montpellier, pour moi les Bayonnais vont être dans la continuité de leur victoire à Perpignan. Pau reçoit le Stade Français, et pareil, Pau va être dans la continuité de leur victoire à Castres. La Rochelle reçoit Clermont, ça va être un énorme bras de fer, parce que je trouve que les deux équipes ont montré beaucoup de choses, mais je vois La Rochelle
avec même un score qui peut s'élargir sur la fin de match. Le Stade Toulousain reçoit Perpignan, et pour moi, victoire avec bonus offensif de Toulouse. Toulon reçoit Castres, et pareil, victoire avec bonus offensif de Toulon. Et enfin, le Racing reçoit l'UBB, et pour moi, l'UBB ira gagner à la Paris La Défense Arena. Voilà, cette analyse est à présent terminée. N'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, à vous abonner à mon TikTok et mon Instagram. Je suis plus actif dessus et vous retrouvez quelques contenus inédits. Vous abonnez également à cette chaîne YouTube, mettre un like, m'écrire un commentaire et mettre la cloche, c'est des gestes qui m'aident grandement. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.